8h10, on se retrouve dans cette matinale RCF pour parler conquête spatiale à l'occasion des 50 ans du premier homme sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Neil Armstrong, suivi de Buzz Aldrin, faisait ce petit pas pour l'homme et grand pas pour l'humanité. À l'heure où de nouvelles missions vers la Lune sont à nouveau à l'ordre du jour, notre grand invité ce matin est théologien et s'occupe des questions d'éthique au Centre national d'études spatiales. Jacques Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous avez publié en début d'année La Lune m'a dit aux éditions du CERF, une réflexion sur notre rapport à notre satellite préféré, mais surtout à l'aventure spatiale. Le 21 juillet 1969, vous aviez 8 ans, vous vous en rappelez ? Oui, j'étais de nuit comme tous les petits Français ou même les grands qui se sont levés parce que donc c'était avec 3 ou 4 heures du matin, une télévision évidemment noir et blanc, hein, il faut se reporter dans cette préhistoire des médias. Et à la limite, le souvenir le plus précis, c'est de se constater que les relations entre les journalistes, l'un était du côté de la Sorbonne et l'autre était à Cognac-G, étaient plus difficiles à établir qu'entre la Terre et la Lune. Donc c'est un souvenir extrêmement précis, donc je pense que c'est vraiment mon souvenir de cette mission Apollo 11. Bon, Jacques Arnoux, plus sérieusement, comme il n'y a pas d'évidence et que depuis nous sommes saturés d'images de l'espace, que ce soit d'images de fiction ou d'images réelles, est-ce qu'on peut rappeler le film de cette journée ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce 21 juillet 1969 ? Alors d'abord la veille, un moment extraordinaire qu'un de vos confrères récemment nous racontait en live, et c'est l'arrivée sur la Lune. Parce que personne encore ne s'était posé avec un engin sur la Lune. Et donc ces deux hommes dont vous venez rappeler le nom, Aldrin et Armstrong, se sont posés dans des conditions extrêmement difficiles parce que on avait bien quelques cartes. Il y avait des photos qui avaient été prises par des satellites autour de la Lune ou depuis la Terre, mais cette fois-ci, c'était eux qui étaient là. Ils ont donc dû piloter leur propre atterrissage et c'était un moment d'une intense angoisse en fait parce que c'était pas si évident que ça. Et puis après, au bout de quelques heures de repos qu'ils ont voulu écourter, ils étaient tellement impatients de passer l'écoutille. On leur dit d'accord, vous pouvez y aller. Ils ont revêtu des scaphandres, ils ont ouvert leurs portes et ils se sont retrouvés face à ce que Aldrin a appelé une magnifique désolation, un paysage tout à fait particulier parce que c'est gris, c'est de la poussière, il n'y a pas beaucoup d'atmosphère, ils n'ont pas aucune végétation, donc c'est un désert comme on ne peut pas l'imaginer même sur Terre. Et là donc, comme vous le disiez à l'instant, Armstrong est descendu de l'échelle de son LEM, de son module lunaire, et a posé le premier pas d'un homme dans la poussière lunaire, une trace qui existe toujours parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent. Donc la trace qu'il a laissée il y a 50 ans est aujourd'hui à peu près au même endroit et dans le même état. Jacques Arnoux, quelles sont les frontières géographiques, technologiques, mais peut-être aussi philosophiques qu'on a dépassées ce jour-là ? Bien, on a atteint déjà une frontière parce que depuis des millénaires, pour nos cultures humaines, la Lune était la frontière de la zone terrestre, donc de ce monde imparfait qui est le nôtre, de cette terre rugueuse où tout bouge, les choses naissent et finissent par mourir, et puis le ciel que l'on a au-dessus de nos têtes, qui semble parfait parce que tout tourne en rond, les astres sont sur leurs orbites et sont parfaitement fidèles à ces orbites, etc. Donc ce cosmos, comme on l'appelle, et la Lune est juste à la frontière. Donc il y a 50 ans, l'homme arrive à cette frontière-là, on sait qu'au-delà, c'est un autre monde qui commence, et de fait, nous l'avons atteint, cette frontière, mais nous ne l'avons pas vraiment franchie. Des hommes sont passés derrière la Lune, c'était déjà quelques mois auparavant, mais jusqu'à présent, c'est vraiment l'endroit le plus loin que nous ayons pu atteindre comme humains. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect symbolique extrêmement fort dans cette aventure. Il y a un aspect évidemment technologique, parce qu'il fallait une technologie tout à fait particulière. Qu'est-ce qui était compliqué là ? Bien, d'envoyer 2 hommes, 3 hommes, puisqu'il y en a un qui tournait encore autour de la Lune, en les attendant pour les récupérer. Une technologie tout à fait nouvelle, à 400 000 km de la Terre, donc aussi bien en termes de communication, en termes de protection, parce qu'il s'agit de gérer un petit bout d'atmosphère terrestre, de l'emprisonner dans une capsule spatiale et de faire vivre ces hommes pendant plus d'une semaine, et les faire survivre, les ramener sains et saufs. C'était le but, le défi qui avait été lancé par Kennedy, ramener ces hommes sains et saufs, évidemment. Tout ça, c'était totalement nouveau. Personne ne l'avait jamais fait, et d'ailleurs, depuis 1972, nous ne l'avons jamais refait. On va y revenir. Je crois qu'aussi, philosophiquement, on a passé un cap. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, philosophiquement, c'est vrai. C'est aller au bout du bout, quoi. Voilà, c'est aller pas au bout du bout, au bout du premier bout. Déjà, atteindre cette frontière, atteindre cette espèce d'horizon
Jusqu'à présent, c'était un horizon jamais atteint, et là, ce n'est plus un horizon. Nous avons atteint la Lune. Philosophiquement et culturellement aussi, même si ça peut sembler étrange, un peu paradoxal, nous avons redécouvert la Terre. Il y a bien sûr ces magnifiques images qui ont été prises dès Apollo 8, c'était la mission qui a tourné autour de la Lune quelques mois après Apollo 11, mais qui ne s'est pas posée sur la Lune, et qui a pris ces photos de la Terre vue de la Lune. Et ça a été une découverte. Jamais nous n'avions vu la Terre en entier, d'un seul coup, avec ce bleu, ce blanc. Vous racontez dans votre livre que ça a été compliqué d'obtenir ces images. Oui, alors il y a des histoires assez drôles, parce que dans les années 60, le but c'était vraiment de quitter la Terre et de conquérir l'espace. Et donc, pas oublier la Terre, mais la quitter. Et donc tous les satellites, tous les télescopes, tous les visages, j'allais dire, étaient tournés vers l'espace. Et se retourner, ça c'était que... Et se retourner, c'était pas le premier mouvement. Les satellites qu'on a envoyés, enfin les sondes qu'on a envoyées autour de la Lune, justement pour préparer les missions Apollo, leur objectif c'était de prendre des photos de la Lune. Et ce n'est que au bout d'un certain temps, à la deuxième moitié des années 60, 66, 67, qu'on a dit, mais attendez, on pourrait peut-être prendre le temps quand même de tourner nos appareils photographiques de ces sondes vers la Terre. Et c'est les premières images de la Terre. Alors, aujourd'hui, elles nous paraissent extrêmement floues parce que c'était des instruments qui étaient tout à fait nouveaux à l'époque. Et il fallait attendre donc les missions Apollo avec des vrais appareils photos embarqués par les astronautes pour qu'on ait des photos d'une beauté qui reste encore aujourd'hui absolument saisissante. Jacques Arnoux, je crois que votre mission au CNES vous a fait croiser à plusieurs reprises le deuxième homme, Buzz Aldrin. Pour vous, c'est vraiment l'archétype du héros ? Je ne sais pas trop ce que veut dire un héros, un archétype. Simplement que j'ai effectivement croisé Buzz Aldrin à quelques reprises, ou simplement salué ou serré la main. Et je me dis, mais ça fait quand même un sentiment étrange. Moi, je ne suis pas un adorateur des héros, mais on se dit quand même, ce type-là, il y a 50 ans, il est allé sur la Lune, un endroit où personne n'avait jamais été. Alors, bien sûr, il y a le risque, il y a tout ça je ne l'oublie pas, mais il y a d'autres métiers extrêmement risqués. Mais c'est quand même, l'affaire, c'était vraiment l'affaire du XXe siècle, quoi. Et il a posé le pied à un endroit, il a vu des choses que seuls 12 hommes ont vues. Donc, c'est pas grand-chose, et c'est vraiment une chose assez extraordinaire. Alors, il en est revenu chamboulé, comme la plupart de ceux qui sont allés. Il a ensuite géré ça à sa manière, au début de manière assez compliquée. Et aujourd'hui, c'est un vieux monsieur d'une liberté de pensée et de mouvement absolument extraordinaire. Enfin, comme en plus Neil Armstrong est mort, il est le seul survivant. Tout lui est permis, et c'est génial. Vous venez de le dire, pourquoi finalement ne sont-ils que 12 à avoir marché sur la Lune ? Parce que en 1972, donc dernière mission, Apollo 17, les Américains décident que c'est la dernière mission. Ça ne sert à rien d'y retourner, parce qu'on n'a plus grand-chose à y faire avec les moyens et les intérêts de l'époque. Donc ça coûte très cher, c'est quand même très risqué, il ne faut quand même pas l'oublier. Peut-être que la dernière mission était moins risquée que la première, mais tout de même. Donc tout ce qui avait pu être fait à l'époque a été fait, donc retour sur Terre. Et puis... contrairement à ce qui avait été un peu prévu, on pensait qu'après la Lune, on irait sur Mars rapidement. Nous n'y sommes pas encore allés. Les missions spatiales se sont davantage tournées autour de la Terre. Et c'est toutes ces missions donc, que l'on connaît bien, les navettes spatiales américaines, la Station spatiale internationale qui est là aujourd'hui. Donc, apprendre à vivre longtemps dans l'espace, ça a été la mission de ces 50 dernières années. Qu'est-ce qui a changé dans notre rapport avec la Lune en 50 ans ? Déjà, il y a eu le choc que des humains aient posé le pied sur la Lune. Pour beaucoup de gens, et je cite Jean-Paul Sartre, un texte auquel je ne pensais pas d'abord et que j'ai trouvé presque par hasard, qui, dans des souvenirs, raconte... Il n'est pas très content. Hein. Il était à la fois fasciné par l'exploit humain. Il avait acheté une télévision pour pouvoir... une fois encore, tout le monde n'avait pas la télévision à l'époque, donc lui, il avait acheté une télévision pour l'événement, et en même temps, il dit, ça y est, le côté un peu romantique, le côté poétique, tout ça perdait un peu de son charme. Et il en voulait un peu quand même aux astronautes d'y être allés, tout en reconnaissant tout de même l'importance humaine et l'exploit humain de cette mission. Alors aujourd'hui, on nous le dit, les États-Unis vont retourner sur la Lune, probablement en 2024. Pourquoi repartir sur la Lune ? Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas ? Alors, à l'époque, aller sur la Lune était vraiment
à la fois une destination et un but très clair. Le but avait été lancé par Kennedy en 61. Il faut que les Américains soient les premiers à être sur la Lune. C'est comme ça que l'on va battre les Soviétiques. Nous étions en pleine guerre froide et c'était une manière de détourner les efforts militaires et les risques de tension, voire d'éclatement d'une nouvelle guerre mondiale, essayer de les détourner vers un autre objectif, aller sur la Lune, une espèce de combat des chefs via la technologie. Donc c'est vraiment à la fois une destination, on va sur la Lune, et le but c'est on veut être les premiers. Bien, donc course gagnée par les Américains. Et puis petit à petit, comme je vous le disais tout à l'heure, l'étape suivante serait d'aller sur Mars. Et puis cette étape-là n'a pas encore été réalisée. Aujourd'hui, s'il est question de retourner sur la Lune, c'est bien comme une étape intermédiaire vers Mars. Même si, bien sûr, on parle d'abord, il faut bien retourner. C'est quand même pas si simple que ça. Ça reste vraiment un exploit technologique. On a beaucoup appris, on a beaucoup innové, mais il ne s'agit plus d'aller simplement passer quelques heures, il s'agit d'y rester plus longtemps, il s'agit d'apprendre encore à rester longtemps dans des milieux non terrestres et donc profondément hostiles. Parce qu'aller sur Mars, c'est une autre paire de manches. C'est plus un voyage de quelques jours, c'est un voyage de plusieurs mois, c'est un séjour de plusieurs mois sur Mars, un retour de plusieurs mois, donc c'est une mission qui va durer 2 à 3 ans. Et ça, aujourd'hui, aucun humain n'est resté aussi longtemps dans l'espace, et puis aussi loin, parce que la Lune, c'est encore le voisinage de la Terre. Donc il y a des tas de choses qui ressemblent encore à la Terre. Mars, c'est un autre monde. Donc tout ça, nous avons besoin d'apprendre des technologies, aussi apprendre humainement à le vivre. Et nous ne sommes pas encore au point. Donc, aller sur la Lune ou retourner sur la Lune fait partie de cet apprentissage dont nous avons nécessairement besoin si nous voulons un jour, je ne sais pas quand, aller sur Mars. Alors, il y a les Américains et puis aussi il y a les Chinois. On a vu avec, il y a quelques mois cette exploration de la face cachée de la Lune par les Chinois. Il y a des projets indiens et puis aussi il y a ces projets privés avec SpaceX et le premier tourisme sur la Lune. On nous annonce ça pour 2023. Ça fait pas un peu beaucoup de monde ? Bon, attendez, il faut d'abord que tout le monde y aille. Parce que tout le monde veut y aller, mais tout le monde veut y aller, mais tout le monde n'y est pas encore. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, parce que vous savez, je vous l'ai dit depuis le début de l'émission, ça reste quand même des choses compliquées à faire. C'est pas parce que dans nos salles de cinéma, nous voyons des tas de films de science-fiction où les astronautes se promènent sur la Lune ou vont jusque sur Mars comme ça, comme si c'était la banlieue de nos grandes villes. Pas du tout. Ça reste des choses extrêmement compliquées, extrêmement dangereuses. Donc, il y a énormément de projets et il faut tous ces projets pour avoir un peu une chance que certains d'entre eux réussissent. Alors, c'est vrai que depuis 50 ans, les acteurs se sont multipliés. C'est tout à fait normal qu'il y ait de nouveaux acteurs parce que, à l'époque, en 69, il y avait 2 grands acteurs, les soviétiques et les américains, des petits acteurs dont la France, mais la France n'avait envoyé sa première fusée qu'en 65, c'est-à-dire 4 ans avant la Lune. Aujourd'hui, vous avez cité la Chine, elle est arrivée de manière extrêmement présente et puissante, mais il y a 50 ans, elle n'était pas là. L'Inde, c'est la même chose. Et le secteur privé que vous avez cité était totalement inexistant. Alors, aujourd'hui, le secteur privé, c'est intéressant parce qu'il travaille d'ores et déjà avec le public pour préparer des missions autour de la Terre, voire même sur la Lune. Et également, ce secteur privé a aussi des prétentions, je dirais, proprement privées. Mais là aussi, des annonces. Voilà, oui, aujourd'hui, vous dites 2023, 2024. Il y a quelques mois, c'était 2018 ou 2019. Cette course à la Lune, ça pose des questions éthiques, vous, Jacques Arnoux, qui vous occupez de l'éthique au CNES ? Bien sûr, comme toute activité humaine. Tous nous devons nous demander pourquoi nous entamons un certain nombre d'activités, comment nous les faisons, avec quelles conséquences, avec quelles raisons ou quelle folie. Et c'est la même chose pour les questions spatiales. Alors, elles sont multiples dans le cas de la Lune. Déjà, je l'ai évoqué à quelques reprises, cela reste une mission ou un voyage risqué. Donc la première question, c'est de dire, est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce qu'il faut prendre tous ces risques ? À l'époque des missions Apollo, on considère, mais ce chiffre a été lancé comme ça, que Aldrin et Armstrong avaient une chance sur 2 de revenir sains et saufs sur Terre. Donc 50-50. Bon. Aujourd'hui, sans doute qu'on a un peu plus de sécurité, mais malgré tout, ce n'est pas complètement sûr. Bon. Donc la question, c'est qui va y aller ? Et en prenant quel risque ? On va y faire quoi ? Si c'est pour aller simplement faire du tourisme et déposer, excusez-moi, quelques sachets de pop-corn, non, il faut aussi vraiment savoir qu'est-ce qu'on va y faire et se demander est-ce que ça vaut la peine qu'on y aille et
quel type d'attitude je vais avoir par rapport à moi, par rapport à l'environnement dans lequel je vais, et par rapport au reste de l'humanité. N'oublions pas que la Lune est un bien commun de l'humanité. Elle nous appartient à tous. Jacques Arnoult, on vous pose souvent la question, mais cette aventure de la conquête spatiale, ça coûte, excusez-moi l'expression, mais un pognon de dingue. Est-ce qu'en 2019, le monde a vraiment besoin de ça ? Alors, ce pognon de dingue, c'est vrai. Le programme Apollo, 150 milliards de dollars, 400 000 personnes. Aujourd'hui, juste une image, puisque nous sommes le matin, le coût pour chacun de nous Européens dans les missions habitées, c'est une tasse de café par an. Bon, c'est le coût aussi du CERN, le grand collisionneur. Alors, qu'est-ce qui justifie Donc, eh bien, la soif d'explorer. Ça veut dire que tous les ans, les Européens consacrent une tasse de café pour se dire il n'y a pas que la Terre, il y a d'autres mondes que le nôtre, et il faut garder toujours un œil ailleurs. C'est comme ça que nous apprenons à être humains. C'est en regardant aussi un tout petit peu ailleurs. Et c'est une tasse de café par an. Merci beaucoup Jacques Arnoult d'avoir été notre grand invité ce matin. Je rappelle votre livre, La Lune m'a dit, aux éditions du Cerf. Et vous terminez ce livre en expliquant qu'il faut relire Antoine de Saint-Exupéry pour comprendre la conquête spatiale. Merci beaucoup.